huiles essentielles majeures, la lavande, le tigrin bigaradier, donc, qui est en fait l'huile essentielle d'orange amère. Et puis, on va étudier également la camomille romaine. Ce sont les trois grandes huiles essentielles à ester. Après, on trouvera des esters également dans bien d'autres huiles essentielles en plus petite quantité, comme dans le géranium par exemple, comme dans l'ylang-ylang, comme dans le sapin de Sibérie et d'autres huiles essentielles qui contiennent des esters, mais pas de façon majoritaire, je vais dire. Voilà un petit peu pour le programme. Et donc, on va approfondir déjà aujourd'hui la monographie de la lavande. Et vous allez voir que c'est une huile essentielle qui est tellement répandue, tellement bon marché, j'ai envie de dire, qu'elle est un petit peu négligée, mais elle a des propriétés qui sont assez exceptionnelles, qui sont incontournables. Et si cette huile essentielle était plus précieuse, s'il y avait beaucoup moins d'huile essentielle dans la plante, si elle était aussi chère, je pense qu'on la regarderait avec le même respect qu'on regarde le néroli, qu'on regarde des huiles essentielles comme la rose de Damas et ses plus belles huiles essentielles. Voilà. Voilà un petit peu pour ces quelques mots d'introduction à la matière d'aujourd'hui. Donc, je vous propose tout d'abord de prendre votre cours, je pense, à la page 50, donc la monographie des acides. Et moi, je vais vous, pendant quelques minutes, vous montrer sur ce cours de quoi on parle exactement. Donc, je partage l'écran. Voilà. A priori, vous devriez voir le triangle que vous avez dans le cours à la page 49. Voilà. J'espère que vous avez toujours ce triangle à l'écran. Si jamais il y avait un petit problème technique, n'hésitez pas à signaler le rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la famille biochimique que nous allons étudier aujourd'hui, elle est juste au centre, là, les esters. Les esters juste au centre, il s'agit du centre de gravité de notre triangle. C'est le point d'équilibre. C'est vraiment l'axe central et le centre de gravité du triangle. C'est quelque chose de terriblement important parce que nous l'avons déjà évoqué brièvement, mais l'équilibre est un facteur de santé principale. Aujourd'hui, nous avons une vision très matérialiste et quand on ouvre des revues, des magazines qui font la promotion de la santé naturelle, on a malgré tout une approche qui est très matérialiste, qui est très quantitative et on ne parle que de carences. On nous parle de manque de sélénium, de manque de zinc, de manque de magnésium, de manque de telle vitamine, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas tellement la présence de tel ou tel nutriment qui est important. Pour une santé optimale, le point essentiel, c'est vraiment l'équilibre. Et donc, cette famille des esters va jouer un rôle terriblement important en aromathérapie parce qu'elle représente cet équilibre. Elle représente ce centre qui est source de santé. Et donc, en fait, les esters, nous allons voir que c'est une famille biochimique qui se construit par l'association de deux autres. Donc, en fait, un ester, c'est quoi? C'est un monoterpénol que nous venons d'étudier. Ça tombe bien. Hein, le hasard fait bien les choses, si vous me permettez l'expression. Donc un ester, c'est un monoterpénol qui s'est combiné avec une autre molécule. Et cette autre molécule, elle est tout en haut. Ici, tout en haut, ce sont les acides. Donc vous comprenez pourquoi on va passer en revue rapidement cette famille biochimique des acides. Nous connaissons déjà les monoterpénols, mais on ne comprendra les esters que si on comprend également les acides, puisque l'ester, c'est une combinaison d'un monoterpénol et d'un acide. Et voyez, cet équilibre, il vient de quoi? Cet équilibre exceptionnel, il vient justement de l'association du haut et du bas, du pôle physique le plus bas, les monoterpénols, et puis du pôle le plus haut,
les, représentés par les acides dans notre triangle. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont les molécules les plus toniques et les plus chaudes, avec une molécule les plus froides et les plus calmantes, qui va nous donner un ester. Voilà un petit peu symboliquement comment on peut comprendre cette famille biochimique. Donc, excusez-moi, donc les acides, c'était la page 51 et pas 50. Alors, voilà. Donc, j'ai zoomé un petit peu sur la page. J'espère que la page s'affiche toujours sur votre écran de façon optimale. Alors, les acides, c'est quoi? En bout de chaîne, c'est-à-dire sur un carbone qui n'est lié qu'à un autre carbone, et c'est pas un carbone du centre, parce que tous les carbones d'intérieur, de molécules, ils sont liés à deux autres carbones. Mais donc, la fonction acide, elle se trouve toujours sur un des derniers ou des premiers carbones. Donc, la fonction acide peut se trouver là, peut se trouver là, peut se trouver ici, mais en tout cas sur un des premiers ou des derniers carbones de la molécule. Pourquoi? Ben parce qu'il faut trois liaisons. Il faut une double liaison oxygène et une liaison alcool. Et donc, un acide, c'est donc une double liaison oxygène sur le carbone et cette fonction alcool que nous avons déjà trouvée dans un monoterpénol. Donc, on pourrait avoir une fonction monoterpénol avec une oxydation quand l'huile essentielle vieillit. Et donc, ça donne naissance à des principes actifs acides dans l'huile essentielle. Voilà, ça c'est d'un point de vue chimique. Donc, je répète, une fonction acide, c'est une double liaison oxygène et une fonction OH, c'est-à-dire une fonction alcool, sur un carbone de la molécule. Ça, c'est la fonction acide. Alors, quel moyen mémotechnique on peut utiliser pour retenir ces acides? Ben, vous connaissez deux acides principaux à la maison. Vous avez tout d'abord le vinaigre blanc que vous allez utiliser pour enlever le calcaire des robinets sur les joints, pour détartrer la cafetière, etc. Et donc, ce vinaigre peut être obtenu de différentes façons, de façon naturelle, à partir de l'alcool ou à partir du vin. Mais je veux dire, l'acide, le vinaigre synthétique, le plus basique, le plus facile à fabriquer, c'est l'acide acétique. On l'utilise beaucoup dans les laboratoires de chimie, si vous vous rappelez un petit peu vos cours à l'école. Et cet acide acétique, ben, qui est fabriqué par les laboratoires humains, et qui est vendu sous les marques vinaigre l'étoile, etc., sous le nom vinaigre d'alcool ou vinaigre blanc. Cet acide, il est fabriqué également par les plantes. Cet acide acétique va être à l'origine de la plupart des molécules d'ester que nous allons étudier plus tard. Donc, vous connaissez donc le mode d'emploi et l'action de ce vinaigre blanc. Et puis, vous avez une autre molécule d'acide qui est beaucoup utilisée à la maison, sous forme de médicament, c'est l'aspirine, tout simplement. Donc, la première molécule que vous avez dans le cours, l'acide salicylique, c'est un principe actif qui est très antidouleur, qui est fabriqué également par les plantes, et notamment par le saule. Quand vous voyez le nom salicylique, sali, ça vient de salix, et salix, c'est le nom latin du saule. Le saule appartient à la famille botanique des salicacées. Donc, de nombreuses plantes, comme les bouleaux, vont fabriquer également des acides salicyliques. Donc, quand je dis les bouleaux, c'est la famille du bouleau, avec le charme, le noisetier, tous les bouleaux que nous connaissons, etc. Voilà. Donc, voilà pour l'acide salicylique. Alors, une petite anecdote, c'est que l'aspirine que nous prenons ne contient pas de l'acide salicylique. Elle contient une molécule un peu plus compliquée, et c'est l'organisme, le foie, entre autres, mais d'autres tissus également, qui vont fabriquer l'acide salicylique
en digérant, si vous me permettez l'expression, en digérant le médicament. Donc le médicament est détruit, dégradé par le système digestif qui va fabriquer l'acide salicylique, qui est en fait le principe actif antidouleur euh, de ce produit. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que vous connaissez tous les propriétés de l'aspirine, et donc les acides dans les huiles essentielles vont avoir les mêmes propriétés. Ce sont des anti-inflammatoires puissants et des antidouleurs puissants également. Alors pourquoi je vous ai dit que c'était une famille biochimique anecdotique? C'est parce que les acides ont une tendance à être plutôt solubles dans l'eau. Et donc, on va trouver parfois des grandes quantités d'acides dans la plante, mais quand on distille la plante, ces acides-là vont rester dans l'eau de la distillation et on en trouve relativement peu. On les trouve en faible quantité dans nos huiles essentielles. Et c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une famille biochimique plutôt anecdotique. Ce n'est pas anecdotique dans la puissance d'activité parce que ce sont des molécules très actives. C'est anecdotique dans le sens où les acides sont très faiblement représentés dans les huiles essentielles. Les huiles essentielles qui contiennent le plus d'acides, c'est la racine de valériane, avec 3% d'acide et des propriétés antidouleurs très importantes. On va retrouver des acides à 3% également dans une huile essentielle comme la racine de vétiver, qui est un parfum masculin recherché. Et puis à côté de ça, généralement, les acides, c'est maximum 1% dans les huiles essentielles, et plutôt généralement 1/100%, voire 1/10% d'acide dans des huiles essentielles, girofle que nous avons déjà étudiées, et quelques autres huiles essentielles. On trouvera des acides en plus grande quantité quand le produit n'est pas distillé, mais quand on va inciser le tronc pour obtenir des baumes, donc dans un baume de copahu, dans un baume de tolu, dans un baume voilà, de benjoin, etc., on va retrouver des quantités d'acides plus importantes. Alors le positionnement de nos acides dans le triangle va faire que on a plutôt affaire à des produits calmants, à une structure moléculaire calmante, hypotensive et hypothermisante. Donc ça, ça fait partie des principes actifs ça fait partie des propriétés, des qualités de ce principe actif, de faire plutôt baisser la tension artérielle et d'être plutôt hypothermisant. En cas de risque fébrile, ça peut être intéressant. Le risque fébrile, c'est la convulsion, hein. Donc, quand la fièvre monte trop haut, il y a un risque, pardon, je vais dire, d'effet indésirable sur le système nerveux et de convulsion, ce que l'on appelait la convulsion hyperthermique et qu'on appelle aujourd'hui plutôt la convulsion fébrile. Donc les traces d'acide dans certaines huiles essentielles vont avoir cet effet hypothermisant qui permet d'éviter le risque convulsif lié à la fièvre. Les précautions d'emploi, comme elles sont en faible quantité, il n'y a pas vraiment de précautions d'emploi, ça ne va pas irriter la peau, ça ne va pas agresser la peau. Ils sont généralement présents à l'état de trace, mais on peut retrouver des taux d'acide plus importants dans les huiles essentielles qui sont vieilles et périmées. Donc si vous voulez vous voyez que dans la molécule d'acide, vous avez une double liaison oxygène. Et donc, le vieillissement de l'huile essentielle, c'est une oxydation. L'oxydation de l'huile essentielle peut avoir pour effet, dans certains cas, c'est surtout théorique, mais ça peut se mesurer d'un point de vue chimique. On mesure l'indice acide de certaines huiles essentielles. Et donc, on peut avoir une acidification de certaines essences qui deviendraient à ce moment-là irritantes sur la peau, comme peut être agressif sur la peau un acide, bien sûr. Alors en observation, on remarque que c'est une molécule qui est très active, même s'il n'y en a que des traces. Donc un tout petit peu d'acide dans une huile essentielle, si vous voulez, par l'effet synergique, ça ne va pas être suffisant pour avoir une réelle action pharmacologique antidouleur.
Regardez une aspirine, on prend un demi-gramme. On prend une aspirine 500 mg. 500 mg, ça fait combien de gouttes? Ça fait une dizaine de gouttes. Une dizaine de gouttes d'acide, pas d'huile essentielle. Comme les acides sont présents en traces faibles à 1%, pour avoir 10 gouttes d'acide, il nous faut évidemment 1000 gouttes d'huile essentielle. Avaler 1000 gouttes d'huile essentielle pour avoir la quantité d'acide équivalent à celle qu'on a dans une aspirine 500 mg. Vous comprenez? Donc on n'a pas d'action pharmacologique de ces acides à ces dosages-là, mais un effet d'entraînement, un effet potentialisateur. C'est-à-dire que si on a d'autres molécules antidouleurs dans l'huile essentielle, elles vont être dopées par la présence d'acide à l'état de trace. C'est ça que ça veut dire. Alors, quelles sont les huiles essentielles dans lesquelles on va trouver des acides? On a trouvé l'acide salicylique déjà dans notre huile essentielle de clou de girofle, si vous en souvenez, mais il y en avait moins de 1%. Voilà. À côté de ça, vous allez trouver un autre acide, l'acide campholénique, dans le genévrier rameau, que l'on utilise beaucoup pour les douleurs arthrosiques également. On trouve de l'acide géranique, évidemment, dans le géranium, mais également dans la baie d'un arbre qui appartient à la famille des lauriers, la Lycée, Lycea cubeba, dont on distille les baies, contient également de l'acide géranique. Et puis un peu plus tard, dans quelques semaines, nous verrons de l'acide cinnamique également dans la cannelle écorce. Cinnamomum verum, c'est la cannelle écorce. Et là, vous voyez qu'on arrive déjà à des taux d'acide supérieurs à 1%. Et puis, je vous ai dit Chrysopogon zizanioides. Il manque un I entre le N et le O. C'est zizanioides. C'est le nom latin du vétiver. Le vétiver, c'est une herbe tropicale. Ça ressemble vraiment aux hautes herbes que l'on pourrait avoir dans une savane, etc. Si ce n'est que ça pousse en milieu plutôt, je vais dire, riche en eau. Donc, dans les terrains qui sont bien drainés avec une quantité d'eau importante. Et donc, c'est à ma connaissance l'huile essentielle distillée qui, à l'état naturel, contient le plus d'acide. Généralement, on a 3% en moyenne d'acide dans l'huile essentielle et certains lots pourraient aller jusqu'à 4 et frôler les 5% d'acide isovalencénique. Voilà un petit peu les différentes huiles essentielles à acide. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Donc, ce n'est pas terriblement important. Pensez à l'aspirine, retenez que ce sont de grands antidouleurs, de grands anti-inflammatoires et qui sont faiblement présents à l'état libre dans l'huile essentielle. Par contre, on va le retrouver à l'état combiné parce que les esters, on va les retrouver parfois en grande quantité dans une huile essentielle. Donc, je vous invite à prendre maintenant vos notes de cours à la page 55 et de regarder un petit peu ces familles, cette fonction ester. Alors, cette fonction ester, c'est dommage que nous n'ayons pas le tableau parce que ici c'est un schéma qui est terriblement complexe, mais si je pouvais le rendre dynamique et vous dessiner comment cet ester se construit, ce serait beaucoup plus simple et visuellement beaucoup plus parlant. Les esters, on va pouvoir en retrouver à plus de 90% dans une camomille romaine. Donc on a énormément d'esters et je vous ai déjà évoqué un petit peu la chose. Vous allez retenir quoi? C'est qu'un ester, c'est la combinaison entre un acide et un alcool. Et dans le cas de nos huiles essentielles, l'alcool, ça va être un monoterpénol. Voilà. Donc, on voit 90% d'une molécule qui est constituée d'acide et d'alcool. Et quand cette molécule va être
transformés par le foie en organisme en règle générale, on appelle ça métabolisé. Ben, le foie, il digère comment? Ben, il digère en détruisant. Quand vous avez un sucre complexe, l'organisme va le digérer en le transformant en petits sucres simples, du glucose notamment. Quand vous avalez une protéine, le corps va la digérer en cassant cette protéine en petites structures d'acides aminés. Et quand j'avale un ester, le corps va faire quoi? Ben, il va digérer cet ester, il va libérer un monoterpénol qui va être antiseptique et il va libérer l'acide qui va être antidouleur. Voyez? Donc on n'a pas de grosses quantités d'acide libre dans l'huile essentielle, mais quand on prend une huile essentielle de camomille romaine, vous avez une grande quantité d'acide qui va être libérée par le foie et par la digestion des esters de la camomille romaine, et on va se retrouver avec des propriétés particulièrement antalgiques, antidouleurs, anti-inflammatoires, etc. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour vous expliquer cela. Donc, je vais peut-être noter en commentaire hein, dans la conversation. Donc, un monoterpénol, un ester, c'est un monoterpénol qui contient une fonction oxygène et hydrogène. Et cette fonction est combinée à une fonction acide. Et la fonction acide, c'est un carbone qui contient une double liaison oxygène plus encore une fonction alcool. Donc ça pourrait nous donner comme ça, l'acide, c'est un carbone. Excusez-moi, la fonction OH, évidemment, elle est à côté de la double liaison oxygène. Voilà. Et donc en fait, c'est tout ça, ce sont ces deux OH et cet oxygène, donc vous avez 3 oxygènes et 2 hydrogènes qui vont se combiner et qui vont libérer une molécule d'eau. Donc un ester, c'est égal à un monoterpénol plus un acide. Attendez, je vais écrire ça dans l'autre sens, ce sera plus simple. Donc un monoterpénol plus un acide va nous donner un ester plus de l'eau. Donc quand un monoterpénol rencontre un acide, ces deux fonctions plus haut, la fonction alcool et puis la fonction acide, vont se mélanger, s'imbriquer pour, je vais dire, fabriquer la fonction ester et libérer une molécule d'eau. Donc, regardez bien l'écran avec en haut la formule d'ester. Donc ici, c'est la formule de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est un carbone avec ses 3 hydrogènes et lié à un deuxième carbone sur lequel vous aviez la fonction acide, à savoir une double liaison oxygène et la fonction alcool OH qui était ici. Et donc ceci, si vous mettez un H là, donc ceci, ça c'est le vinaigre blanc l'étoile. C'est l'acide acétique fabriqué par la plante. Cet acide acétique rencontre une molécule qui est celle-ci, que nous avons déjà rencontrée, avec un H aussi ici. Et donc cette molécule, si vous cachez, que vous coupez ici, et que vous mettez un H à la place, cette molécule-là, c'est quoi? C'est du linalol, que nous avons rencontré abondamment dans notre thym à linalol.
Et donc, quand l'acide acétique rencontre le linalol, ils vont se combiner. Et puis, vous aviez un OH là et un OH là. Et ces deux OH vont perdre un O et deux H, donc de l'eau, une molécule d'eau qui va être libérée. Et ici, on va avoir une liaison oxygène liée à deux carbones différents, un carbone sur la molécule de linalol et un carbone sur la molécule d'acide acétique. Alors, ce sont des détails, mais c'est important parce que chaque fois, vous allez identifier facilement un ester parce que vous allez chaque fois retrouver at accolé au nom de l'acide et il accolé au nom du monoterpénol. Et donc, chaque fois que vous verrez un at et un il dans une molécule, vous aurez un ester. Le salicylate de méthyle, que l'on retrouve par exemple dans le réflexe pré, mais aussi dans l'algipan bien sûr, mais aussi dans des huiles essentielles comme la gaultérie. Le salicylate de méthyle, c'est l'acide salicylique, celui de l'aspirine, voilà, qui est combiné également dans la molécule. Donc on a un ester. Si le monoterpénol, au lieu d'être du linalyle, était le géraniol que l'on a retrouvé dans d'autres huiles essentielles, vous auriez une molécule, l'acétate de géranyle. Dans le géranium, vous trouvez de l'acétate de citronellyle. Donc le monoterpénol était le citronellol, et donc combiné toujours à cet acide acétique. Donc ça, c'est pour la terminologie. On peut bien sûr avoir des esters qui viennent d'autres acides que l'acide acétique, et notamment dans le géranium, vous avez le géranium va sécréter l'acide formique, qui est en fait le venin de la fourmi, mais qui est aussi la molécule qui chatouille et qui brûle dans l'ortie piquante. Donc quand cet acide formique se combine avec le monoterpénol du géranium qui est le citronellol, ça nous donnera du formiate de citronellyle, c'est l'ester principal de notre géranium. Donc, je vais essayer de répondre à Marjorie. Donc, quand une molécule d'eau est partie, la molécule d'eau, c'était 2 hydrogènes et un oxygène. Donc, sur cette molécule d'acide acétique, vous aviez une fonction OH, c'est-à-dire un O et un H. Sur le linalol, vous aviez une fonction OH, c'est-à-dire un deuxième O et un deuxième H. Donc, on avait 2 O et 2 H. Or, ici, il ne reste plus qu'un O. Donc, sont partis le deuxième O, 1, et les 2 H pour faire la molécule d'eau H2O. Donc, ce sont en fait la combinaison de 2 OH qui, en retirant l'eau, les 2 H et 1, a laissé juste un oxygène avec ces deux liaisons. Voilà, j'espère que c'est clair comme ça. Alors, les propriétés principales de ces esters, c'est de lever tout ce qui est spasme. Un spasme, c'est une contraction musculaire involontaire. On peut avoir des muscles, je vais dire, volontaires et des muscles involontaires. Les muscles volontaires sont généralement appelés striés. Ce sont les muscles qui permettent, par exemple, de tousser. On peut tousser volontairement, contracter des différents muscles volontaires pour expulser l'air des poumons. Il y a des muscles qui sont totalement involontaires.
les muscles qui font avancer le bol alimentaire dans les intestins, donc les muscles lisses de la paroi intestinale ne sont pas commandés par la volonté. Les muscles qui entourent les vaisseaux sanguins et qui font qu'on va avoir les joues rouges quand on a trop chaud ou bien les joues toutes blanches quand on est frigorifié. Ces petits muscles qui entourent les parois des petits vaisseaux sanguins et des capillaires sont totalement involontaires. Donc il y a différents types de muscles, on les appelle les muscles lisses. Donc il y a différents types de muscles et quand ces muscles se contractent de façon involontaire, on parlera de spasme. Si j'ai quelque chose qui chatouille terriblement dans la gorge, je vais tousser de façon involontaire. Donc on peut avoir des spasmes involontaires sur des muscles qui sont généralement volontaires. Quand je marche, je décide de marcher, donc je vais décider la contraction des muscles du mollet. Mais quand dans mon lit j'ai une crampe au mollet, évidemment, ces contractions sont totalement involontaires. On parle à ce moment-là de spasmes musculaires. On peut avoir des spasmes cardiaques, ce sont des palpitations, de la tachycardie, le cœur étant un muscle également. Donc vous avez ces contractions involontaires des muscles qui vont être levées, diminuées sous l'action des esters. Ça, c'est la principale action de cette molécule. Et qu'est-ce qui contracte ces muscles de façon involontaire? C'est un système nerveux. Alors le système nerveux, on a un système nerveux qui est de nouveau conscient et volontaire. Vous pouvez décider de moduler certaines fonctions. Vous pouvez décider de respirer plus vite ou plus lentement, de bloquer votre respiration. Mais vous avez un deuxième système nerveux qui fonctionne tout seul, sans l'intervention de la volonté. On l'appelle autonome. Le système nerveux autonome fonctionne tout seul. Par exemple, quand nous sombrons dans le sommeil, mais évidemment, on a un système nerveux qui va continuer à réguler notre température, qui va continuer à digérer, qui va continuer à respirer, qui va continuer à faire battre le cœur, etc. On va également rêver. Et donc tout ce système nerveux autonome va être également régulé par cette fonction ester et par ces molécules d'ester. On a encore un troisième système nerveux qui est un système intestinal. On parlera du système nerveux entérique, les intestins jouant un rôle majeur et la flore intestinale jouant un rôle majeur, notamment dans l'équilibre du système nerveux, dans la dépression, dans les troubles du sommeil, dans l'eau, etc. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la molécule d'ester, dans le triangle, elle n'est ni en bas ni en haut, elle est au centre. Donc, on a une action qui est rééquilibrante nerveuse. Les esters ne sont calmants que quand on est stressé ou quand on est en surrégime, mais quand on est en hypotonie, les esters vont être plutôt régénérateurs et vont plutôt être toniques. Donc ils sont vraiment rééquilibrants, ils ramènent au centre du triangle. Donc si on est trop en haut, trop calme, trop amorphe et inerte, ce sont des molécules qui vont plutôt nous donner de l'énergie et qui vont nous ramener vers le bas du triangle. Et si on est trop excité, si on est trop stressé, trop nerveux, on a affaire à des molécules qui vont plutôt nous calmer. Alors ce système, il faut pour comprendre ce mécanisme, il faut comprendre comment fonctionne ce système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est fait, si on caricature, de deux grandes fonctions, un accélérateur et un frein. Comme une voiture automatique où il n'y a pas d'embrayage, il y a juste deux pédales, un accélérateur et un frein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez quelqu'un qui apprend à conduire et puis il se trouve devant un danger, il perd un petit peu, il panique et donc voilà, au propre comme au figuré, il perd un peu les pédales. Et donc, qu'est-ce que la personne fait? Elle va avoir tendance à lâcher le volant et à retirer les deux pieds des pédales. Voilà.
Donc on peut avoir au niveau du système nerveux également un relâchement total lors d'une crise de panique, d'une attaque de panique, des deux, tant le frein que l'accélérateur, et la personne se trouve en inhibition totale. Quand une personne est au contraire hyper stressée et qu'elle va vers le burn-out, ben, elle peut au contraire enclencher les deux systèmes nerveux et appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Hein, c'est quelque chose qui peut se voir également. Et donc les esters étant des rééquilibrants nerveux vont permettre de relâcher tantôt la pédale de frein et de relâcher tantôt la pédale de l'accélérateur. Et donc c'est pour ça que l'on retrouve une action particulièrement équilibrante. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des précautions d'emploi? On se retrouve ici avec déjà les monoterpénols étaient particulièrement bien tolérés puisqu'on a retrouvé des huiles essentielles de pédiatrie et des huiles essentielles que l'on pouvait utiliser sur la peau. Pensez au géranium, pensez au tea tree, on pouvait les utiliser purs sur la peau, voire même sur des muqueuses plus fragiles, plus sensibles, dans la bouche, etc. Euh, donc on avait une excellente tolérance cutanée avec les monoterpénols. Avec les esters, en règle générale, on a encore une plus grande tolérance au niveau de la peau. Et donc les huiles essentielles qui sont très riches en esters peuvent très bien être pures sur la peau. Je pense à la lavande que l'on va mettre derrière l'oreille des enfants pour éviter qu'ils n'attrapent des poux à l'école, que l'on va pouvoir mettre sur le plexus solaire ou sur les poignets d'un enfant qui dort mal, qui a peur, qui fait des cauchemars la nuit, etc. Donc, en fait, ces huiles essentielles ne sont pas plus desséchantes que les autres. Cette famille biochimique n'est pas plus desséchante que les autres. C'est parce qu'on peut les utiliser pures que si on les utilise pures, elles peuvent dessécher la peau. Vous comprenez? Donc la précaution d'emploi vient justement du fait que parfaitement tolérées, on va avoir tendance souvent à utiliser ces huiles essentielles pures et que pures sur la peau, elles sont comme toutes les huiles essentielles, évidemment desséchantes. Alors, en termes de fréquence, ben, les esters que l'on va retrouver le plus souvent et le plus fréquemment dans les huiles essentielles, ce sont les acétates. Les acétates, donc l'acide acétique est l'acide le plus petit. Donc, si vous voulez, c'est le plus facile et le premier qui est fabriqué par la plante. C'est probablement l'acide le plus fréquent dans le monde végétal. Et donc, les acétates sont les esters les plus fréquents. Alors, chimiquement, dans in vitro, on nous dit que ces molécules sont faciles parce qu'elles peuvent se casser. Vous voyez, donc si on a une combinaison de deux molécules, ben, cette double liaison oxygène se casser et libérer des acides potentiellement. Alors, on nous dit que, oui, si on chauffait trop au cours de la distillation l'alambic, la molécule d'ester qui se trouve naturellement présente dans l'huile essentielle pourrait être cassée. Donc c'est quelque chose que l'on aborde. Alors, d'un point de vue strictement théorique, les chimistes nous disent, ben oui, si c'est un acide, la fabrication d'un ester, quand l'ester vieillit, ben, il peut se dégrader et comme quand on le digère, libérer l'acide. Sauf que pour pouvoir libérer un acide, il faudrait qu'il y ait de l'eau. Il faudrait qu'il puisse y avoir un atome d'hydrogène qui vienne et un oxygène qui viennent ici euh, dans, je vais dire, reformer une molécule d'acide. Et une huile essentielle qui est bien bouchée, qui est bien fermée, qui est à l'abri de l'air, ben, elle n'a pas d'apport extérieur d'hydrogène et d'oxygène, donc elle ne va pas pouvoir former des acides. Donc,
je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez lire très souvent dans la littérature que vos huiles essentielles riches en ester sont fragiles et qu'elles peuvent s'acidifier au cours du temps. Il se fait qu'un jour, j'avais des amis qui avaient un laboratoire en Suisse et on avait trouvé un lot de lavande qui était remarquable en termes de qualité. Et pour avoir de très bons prix, il fallait acheter des quantités importantes. Et donc, on avait la possibilité d'acheter 300 kilos de lavande, ce qui est beaucoup trop pour notre consommation. Mais à deux laboratoires, on avait décidé d'acheter ce lot ensemble. Mais il se fait qu'à peine on avait acheté ce lot de lavande, le laboratoire suisse arrête ses activités et on se retrouve avec 300 kilos de lavande et c'est beaucoup trop par rapport à nos besoins. Et donc, une fois que la lavande est périmée, elle avait 5 ans après avoir été distillée, elle est périmée et on a décidé de la réanalyser. Et donc, les chimistes nous disent que les esters se dégradent avec le temps. Donc, on avait un taux d'acétate de linalyle de 39% au moment de la distillation. Et donc, on s'attendait à avoir beaucoup moins 5 ans après. Et on s'est retrouvé avec 5 ans après un lot de lavande qui contenait plus d'acétate de linalyle que ce qu'il en avait quand il venait d'être distillé. Donc, je vais dire, la réalité des faits ne confirme pas les hypothèses des chimistes. Alors, cette année-ci, on va étudier quelques huiles essentielles. On va étudier le Citrus aurantium feuille, que l'on appelle généralement le petit grain bigéradier ou orangé amer. C'est une huile essentielle qui contient 50% environ d'acétate de linalyle. Et on va étudier des lavandes qui en contiennent environ 35-40%. On va rencontrer l'acétate de néryle dans une huile essentielle qui s'appelle l'hélicris ou l'immortel, mais à des quantités qui sont relativement faibles. On va rencontrer de l'acétate de bornyle dans certains romarins et dans le sapin de Sibérie. Abies siberica, c'est le sapin de Sibérie. Le formiate de citronellyle, nous l'avons déjà rencontré dans le géranium en petite quantité. Et puis surtout, on va rencontrer des angélates en grande quantité dans la camomille romaine, Chamaemelum nobile, c'est le nom latin de la camomille romaine. Alors, pour éviter une mauvaise compréhension, je vais vous inviter à tracer peut-être un trait plus rouge et plus gros, plus épais en dessous de la camomille, entre la camomille et la gaultérie. Pourquoi? Parce que la gaultérie, c'est un ester un petit peu à part. C'est la seule huile essentielle à ester qui n'est pas calmante. Voilà. Donc, toutes les autres huiles essentielles à ester vont agir principalement comme calmant et équilibrant du système nerveux, mais pas la gaultérie. Pourquoi? Parce que dans la gaultérie, on a en effet une fonction ester, mais on a en plus de la fonction ester une fonction phénol. Et le fait d'avoir une fonction phénol, ce n'est pas calmant. Ça ne va pas agir comme calmant sur le système nerveux, vous vous en rendez bien compte. Donc, on va avoir des propriétés, cette fois-ci, antidouleurs des esters. On les avait aussi, vous voyez, la camomille était anti-inflammatoire. Les lavandes vont être sédatives de la douleur, vont être myorelaxantes. Donc, on retrouve ces propriétés antidouleurs dans les autres, mais dans la gaultérie, on perd toutes les propriétés calmantes et on va avoir les propriétés antidouleurs qui sont vraiment fortement augmentées. Si vous vous souvenez, les phénols étaient également des antidouleurs. Les phénols, on les avait utilisés dans l'arthrose, dans le rhumatisme et puis surtout le clou de girofle sur les douleurs dentaires. Donc, cette gaultérie qu'on étudiera plus tard dans l'année contient une fonction phénol antidouleur plus une fonction ester antidouleur. Donc voilà, j'espère que vous me suivez, que c'est pas trop complexe. Je vais peut-être résumer ce qui va être important à retenir. Donc un ester, c'est le haut et le bas du triangle.
c'est un monoterpénol et un acide. Les monoterpénols en bas sont plutôt toniques, les acides en haut sont plutôt calmants. Et donc les esters, ce sont ce que l'on pourrait appeler des adaptogènes. Je vais vous le noter, c'est un terme à la mode, hein, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent très bien. Le terme d'adaptogène s'adresse justement à des substances qui peuvent agir d'une façon et son contraire en fonction des besoins de l'organisme, tantôt comme calmant, tantôt comme tonique, en fonction du fait que on est épuisé ou au contraire qu'on est stressé et en surrégime. Ça, c'est vraiment la fonction des esters. Le mot-clé de l'ester, c'est équilibre. Ce sont des équilibrants nerveux. Donc voilà ce que l'on va retenir de façon principale sur ces esters. Et donc, il est difficile parfois de spéculer sur les propriétés, parce qu'en fonction de la nature du terrain, une molécule d'ester peut apporter des choses tout à fait différentes. Voilà. Voilà un petit peu l'important à retenir de cette famille biochimique des esters. En observation, j'ai envie de vous dire que d'un point de vue toxicologique, ça fait partie avec les monoterpénols des molécules les plus sûres d'emploi. Donc chez un bébé, chez une personne âgée, si on a peur de risques toxicologiques particuliers, il y a deux familles biochimiques qui sont très sûres d'emploi et qui sont sans danger. C'est la famille biochimique des monoterpénols et la famille biochimique des esters. Là, on a vraiment affaire aux huiles essentielles les plus universelles, aux huiles essentielles les plus douces, voilà, avec voilà, une sécurité d'emploi assez remarquable. Voilà un petit peu pour cette famille biochimique des esters. Donc, je vous propose peut-être, si vous n'avez pas de questions, d'ouvrir vos notes de cours à la page de la lavande. La lavande qui, en français, porte le nom d'officinal, c'est-à-dire la lavande qu'on utilise à la pharmacie, qu'on utilise pour des usages thérapeutiques et médicinaux. Hein, contrairement aux lavandes qu'on va utiliser plutôt pour la parfumerie, pour le linge, pour le ménage, qui sont en fait des lavandins et que l'on va retrouver dans les souplines et dans toute l'industrie des détergents, dans les savons pour bébés, etc., etc. Donc il y a une lavande qui est plus précieuse, plus fine, et que l'on va utiliser pour des usages médicinaux, d'où le nom lavande officinale. Voilà. Vous allez voir, son nom latin, c'est Lavandula angustifolia. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va, pour mieux comprendre cette huile essentielle de lavande, je vous propose quelques diapositives. Je vous propose un petit diaporama sur ces lavandes. Alors, je vais vous demander voilà, un tout petit instant. Voilà. Et je vais, merci page 98, merci Géraldine. Donc, pour cette lavande, je n'ai pas vérifié, mais simplement soyez vigilants parce qu'il y a plusieurs lavandes dans les notes de cours. Hein. Donc voilà, je vais rectifier un petit peu, puisque l'école a changé de nom, je dois rectifier un petit peu mon diaporama. Donc l'huile essentielle que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'huile essentielle qui porte le nom latin de Lavandula angustifolia. Angustifolia, Anguste, c'est étymologiquement en latin étroit.
Donc simplement, c'est une lavande qui a des feuilles étroites. Alors ce qui est très intéressant aussi, et ça va nous aider à comprendre certaines utilisations de la lavande, c'est que le mot latin lavandula vient du terme lavare, et voilà, ça nous donne des propriétés déjà d'un point de vue physique de nettoyage des plaies, de désinfection de blessures, de plaies. Et puis, ce qui est très étonnant, c'est de voir que le nom latin de la plante, lavandula, lavare, et l'utilisation de la lavande, ben, c'est l'huile essentielle la plus utilisée pour parfumer la lessive, pour parfumer les souplines, pour parfumer les savons que l'on va mettre dans la machine à laver, etc. Et pour parfumer aussi les savons corporels, les savons qu'on va utiliser chez le bébé, etc. Donc il y a le génie thérapeutique de la lavande qui est de nettoyer. Et d'un point de vue psycho-émotionnel, on retrouve cette connotation de nettoyage émotionnel et donc de propreté, de pureté, de purification. Vous allez voir que c'est une énorme huile essentielle au niveau psychique et psychologique pour nous purifier d'un vécu émotionnel, je vais dire, malsain ou en tout cas délétère, désagréable. Malsain comme la jalousie, comme la rancœur, comme l'agressivité, mais aussi le mal vécu comme les frustrations, les blessures émotionnelles, etc. Ça, tout est contenu dans le nom de cette plante extraordinaire, dans le nom Lavaret de cette lavande. Alors, vous allez voir que de nombreux laboratoires n'utilisent pas le véritable nom de la plante, c'est-à-dire que le nom Lavandula officinalis, qui est son synonyme principal, est un nom qui est largement utilisé par certains laboratoires. De moins en moins parce que la réglementation ne le permet plus. Donc avant, les laboratoires faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, utilisaient un petit peu n'importe quel nom. Mais aujourd'hui, quand on enregistre une huile essentielle comme complément alimentaire, les laboratoires ont l'obligation d'utiliser l'appellation scientifique reconnue et donc d'utiliser le terme Lavandula angustifolia et non pas Lavandula officinalis. Alors il y a quelques autres synonymes et ce qui est étonnant, c'est que vous avez un synonyme qui est Lavandula spica. Or, Lavandula spica, vous allez voir que c'est un synonyme pour une autre lavande également. Donc, concrètement, la détermination botanique est parfois terriblement complexe et compliquée. Alors, vous avez également un synonyme latin qui est très intéressant, Lavandula vera. Alors, vera en latin, c'est la lavande vraie, mais vera en bulgare ou en slave, dans certaines langues russes également, c'est la foi. Donc lavandula vera, c'est un terme que l'on va rencontrer dans beaucoup de laboratoires et dans beaucoup de sociétés commerciales, la vente vraie. La vente vraie, pourquoi? Ben, simplement, les laboratoires ont tendance à vouloir dire que les autres vont souvent nous vendre du lavandin et appeler ça de la lavande, mais nous, on vend une vraie lavande. Voilà. Donc souvent, le mot vrai pour des laboratoires industriels signifie qu'il s'agit d'une lavande de culture très bon marché. Et, et donc, voilà, ils appellent ça une lavande vraie. Donc, vous la voyez ici, vous connaissez bien la plante. On a une hampe florale qui est caractéristique dans cette lavande angustifolia. Vous voyez très bien ici que les feuilles sont étroites dans cette lavande, hein. Donc, on a vraiment affaire à cette lavande angustifolia à feuilles étroites. Euh, on a une hampe florale qui est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ramification. Il n'y a pas de hampes secondaires qui partent à l'horizontale ou qui partent latéralement. Donc il y a un épi floral
pour une hampe florale. Et ça, c'est une caractéristique botanique de l'espèce Lavandula angustifolia, dite lavande officinale en français. Et puis, quand vous avez ceci, évidemment, ce n'est pas une fleur, c'est un épi avec beaucoup de petites fleurs que l'on va retrouver sur l'épi terminal de la hampe florale. Ça, c'est d'un point de vue botanique. Ce qui est extraordinaire ici, c'est terriblement symbolique. Et vous allez voir comment cette image est terriblement symbolique de la caractérologie de cette lavande. Il faut se rendre compte que cette photo-ci a été prise sur une paroi qui est verticale. Comment je peux avoir la preuve? C'est que les épis floraux ont tendance à se verticaliser vers le soleil, à aller chercher la lumière du soleil. Donc, vous voyez, la plante, elle est à la verticale, elle sort de la roche, et une fois sortie, vous avez les épis qui reprennent la verticale pour aller chercher la lumière. Donc, ils sortent de la paroi, et puis ils prennent un angle droit vers le haut pour aller chercher la lumière. Pourquoi cette photo est extraordinaire? Ben, la plante, elle pousse dans une faille de la roche, une anfractuosité de la roche dans laquelle il n'y a pour ainsi dire pas de terre, vous n'avez pas de matière organique, vous n'avez pas de nourriture. La nourriture principale de cette lavande, c'est la chaleur et la lumière du soleil, parce que vous n'avez pas de matière organique, vous n'avez pas d'humus et de terreau dans cette roche. Et puis, comme la roche est verticale, quand il pleut, ben, l'eau ne reste pas. Comme il n'y a pas de matière organique, ben, il n'y a pas de terre pour s'imbiber, se gorger d'eau et rendre l'eau au cours de la saison. Donc la plante va peut-être rester dans le sud de la France pendant un mois sans voir une goutte d'eau. Quand il pleut, ce sont des averses et des orages, il pleut à torrent. Et quelques minutes après cet orage, l'eau ruisselle, la pierre qui a été chauffée par le soleil va évaporer l'eau et la plante se retrouve de nouveau en privation hydrique. Donc, ce qui est extraordinaire et qui est très symbolique, on a affaire à une plante qui n'a pour ainsi dire pas de besoin matériel. Elle a pour ainsi dire pas besoin de nourriture, elle a pour ainsi dire pas besoin d'eau, elle se nourrit de lumière, la lumière du soleil. Et vous allez voir que ça correspond en caractérologie à un personnage qui n'a pas besoin de besoins propres. Ses seuls besoins, c'est de voir les autres heureux. Et c'est la symbolique de cette lumière, la lumière des saints, la lumière des anges, etc. C'est un personnage donc, qui se nourrit du bonheur des autres et du fait que les autres soient en bonne santé, soient heureux, etc. Ça, c'est toute la caractéristique et la symbolique magnifique de cette lavande que nous voyons résumée dans une seule photo et dans une seule image ici. Alors, vous comprenez bien que quand on nous vend une lavande, je ne vais pas vous citer une marque, mais vous voyez toutes ces lavandes qu'on va rencontrer chez les Medi-Market et compagnie, chez les hard discounters de la pharmacie, comme si la santé pouvait se brader et se discounter. C'est une lavande qui n'a pas du tout la même couleur, qui n'a pas du tout les mêmes conditions de vie, qui est assistée, on désherbe, etc. Voilà, on prépare le biotope et elle n'a pas de conditions d'existence difficiles et donc elle n'a pas besoin d'aller rechercher au plus profond d'elle-même toutes ses ressources. Donc génétiquement, c'est une plante qui a la capacité de développer le meilleur d'elle-même pour résister à des conditions d'existence extrêmes. Mais si on ne lui permet pas d'être face à ces conditions d'existence difficiles, ben vous allez voir une lavande qui n'aura pas été obligée de mobiliser ses ressources extrêmes et donc qui sera simpliste, qui sera simplifiée. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur les différences entre les lavandes de culture et ces lavandes sauvages. Alors, parmi ces cultures, vous avez traditionnellement
des cultures qui sont faites par des semences. Et quand vous plantez plein de semences, ben, chaque semence vient d'une plante différente et donc a son propre matériel génétique. En termes de, de culture et de la vente, quand on plante des semences différentes, on parlera des cultures dites de population. Une culture de population, ça veut dire que ce sont des populations d'individus différents. Et chaque individu ayant son propre patrimoine génétique développe une essence qui lui est un petit peu propre, qui lui est personnelle. Et donc, c'est la somme de tous les individus qui fait la richesse d'une population. Si tous les individus étaient les mêmes, imaginez, nous avons tous nos qualités et nos défauts. Mais si tout le monde était comme nous, ben, on aurait une humanité qui serait hyper simplifiée, parce que nous avons tous nos failles, nos limites. Et donc, c'est justement le fait que les autres n'aient pas les mêmes failles et les mêmes limites que moi qui va donner toute la richesse à la ville, à la société, etc. Donc, vous prenez l'individu le plus génial qui soit un médecin de génie extraordinaire, ben, peut-être qu'il n'est pas ardoisier, peut-être qu'en plomberie, il n'y touche rien, etc. Et donc, on ne peut pas le multiplier à l'infini, sinon on aurait une société qui serait malade. Or, c'est ce qu'on fait avec les plantes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un champ de lavande comme ça, ce sont des plants de lavande qui ont été faits par clonage. C'est-à-dire, on va utiliser du bouturage, on va utiliser parfois du clonage de cellules végétales pour reproduire à l'infini des plants de lavande qui viennent d'un même individu, qui ont le même patrimoine génétique. Et donc, on a des champs de lavande qui sont des champs d'individus qui sont terriblement limités. Et qui plus est, c'est la vente industrielle. Ce sont des essences de la vente qui sont des mélanges. C'est-à-dire que ce sont des grosses coopératives, des grosses industries qui vont aller chercher les récoltes des différents distillateurs, des différents cultivateurs, et qui vont commander des lavandes un peu partout. Et je vais commander 1000 kilos de lavande qui viennent de la Drôme, et je vais commander 500 kilos de lavande qui vient du plateau de Valençol, et puis je vais commander encore une tonne de lavande qui vient d'ailleurs, etc. Et puis toutes ces lavandes, elles sont mélangées, comme on pourrait faire avec les vins, avec les Beaujolais, etc. Toutes les lavandes qui viennent d'un peu partout sont mélangées et puis on nous vend une lavande industrielle. On appelle ça la lavande maillette. La lavande maillette, c'est une lavande mélangée. Ce sont des productions de nombreux distillateurs qui sont, je vais dire, associés ensemble, le bon comme le moins bon, pour avoir quelque chose d'assez standard. Voilà un petit peu comment les lavandes industrielles sont faites. Et les abattoirs, bah, ils ne se gênent pas, ils mettent la lavande vraie dessus. Après, vous avez quelques appellations, hein. Donc, la lavande de population, déjà, c'est une lavande de meilleure qualité. Et puis, vous avez, malheureusement, excusez-moi, je passe du coq à l'âne parce que j'ai oublié un point important, le bio accepte le clonage. Donc il faut savoir qu'une lavande de culture bio peut être une lavande maillette de clonage. Donc comprenez que les labels bio, et Dieu sait que je privilégie dans ma vie personnelle les aliments bio depuis plus de 35 ans maintenant, euh, mais ce label bio n'est absolument pas apte à, à, je vais dire, spéculer sur un intérêt thérapeutique quelconque ou une qualité thérapeutique quelconque d'une huile essentielle. Voilà. Donc, j'en reviens à mes différentes qualités. Les plus mauvaises qualités sont les qualités dites de maillette. Et vous avez des lavandes que les laboratoires vont appeler lavandes vraies. Mais à côté de ça, vous avez des lavandes d'appellation qui sont régulées, comme lavande fine. Et on ne peut appeler la lavande fine que si elle était cultivée à plus de 1000 mètres d'altitude.
Et à plus de 1000 mètres d'altitude, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a des écarts de température jour-nuit qui sont beaucoup plus importants que plus bas. Et donc la plante va être quand même soumise à une forme de stress et à des conditions d'existence un peu plus dures. Donc on peut dire qu'une lavande fine est une lavande qui va développer une huile essentielle d'une qualité, je vais dire, un peu supérieure, parce qu'elle a été soumise à des conditions d'existence voilà, un peu plus strictes, on va dire. Voilà, vous avez typiquement la structure classique hein, d'une fleur de l'amiacée ici sous forme d'épis. Hein. Donc, vous voyez les épis avec des fleurs qui sont encore en bouton, qui ne sont pas ouverts, des fleurs qui sont déjà matures. Et puis vous pourriez avoir sur le même épi des fleurs qui sont déjà fanées et qui peuvent dans certains cas faire l'objet d'une première putréfaction, d'un fanage avec développement de bactéries, et donc ça peut donner un goût, à l'huile essentielle. Ce qui est le plus cocasse, c'est le fait que des distillateurs vont récolter des plantes sauvages, notamment le genévrier, et il y a sur ces genévriers des insectes qui sont dépendants de cette plante-là pour pouvoir se reproduire, et cet insecte, c'est la punaise. La punaise, c'est un insecte qui est réputé sentir mauvais quand on l'écrase. Ben, les distillateurs qui ont récolté les branches de genévrier et qui n'ont pas pris la peine de les battre pour faire tomber les punaises, etc., et qui ont distillé les punaises avec l'huile essentielle, ça donne une odeur animale un petit peu désagréable à l'huile essentielle de genévrier. Vous voyez? Donc, voilà, pensez à ça. Ce qui est très important, c'est l'état de maturité des épis. Quand l'humain récolte, ben, s'il y a une petite partie de la passerelle qui est en putréfaction parce qu'il a fait plus humide, parce que c'est une partie de la passerelle qui est beaucoup plus à l'ombre que les autres, et donc qui fait que la plante ne sèche pas au cours de la journée et qu'elle a tendance à moisir, ben, il ne la récolte pas. Alors que la machine est aveugle et la machine mélange le bon et le moins bon pour donner une huile essentielle, je vais dire, de qualité moindre que quand la récolte est faite à la main, bien sûr. Les autres lavandes, on les verra plus tard, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous montrer différents types de distillation. Alors ici, on a une distillation dans une coopérative artisanale de bonne qualité. Pourquoi? Ben parce que vous avez la hampe florale qui est entière et ce sont des bottes qui sont mises dans l'alambic. Et donc, quand les hampes florales de lavande sont distillées entières, ça nous donne une huile essentielle d'une grande qualité. Voilà. Donc, vous voyez ici une distillation, une cueillette manuelle. Hein, donc, vous avez à la faucille. Alors, ça peut être sauvage ou cultivé. Et là, vous avez la moissonneuse batteuse, mais vous avez différentes qualités de récolte mécanisée. Ici, c'est une récolte mécanisée broyée. Donc, vous n'avez plus les bottes de lavande, mais vous avez la lavande qui est broyée. Et donc, ça nous donne une odeur de lavande beaucoup plus verte, avec un matériau d'herbe coupée, un taux de coumarine qui est un peu plus élevé parce que les coumarines, on les retrouve vraiment dans l'herbe coupée et dans le verre broyé, si vous voulez. Et là, vous avez une machine qui va ne pas broyer, mais vous le voyez sur une dia suivante, cette machine va couper la lavande, mais la mettre en botte. Vous voyez, une fois que la machine est passée, vous avez les bottes de lavande qui sont sur le champ et la lavande qui va être distillée en entier. Et là, ça va nous donner une odeur, une qualité olfactive essentielle qui est nettement supérieure. Voilà. Et puis là, on est vraiment dans la récolte broyeuse, mécanisée. Vous voyez vraiment cette lavande qui est coupée et qui est broyée avant d'être distillée. Voilà un petit peu les différentes qualités de lavande que nous allons retrouver
sur le marché. Donc, vous voyez, c'est un monde qui est très vaste. C'est un monde gigantesque, le monde des lavandes, avec des qualités tant olfactives que en chromatographiques qui vont être tout à fait différentes, bien sûr, des productions industrielles. Alors, euh, c'est tellement complexe que moi, je dois suivre plusieurs qualités de lavande différentes pour pouvoir répondre aux demandes de différents acteurs. Donc, j'ai une lavande conventionnelle, française. Il faut savoir qu'il y a il y a un savoir-faire en France quand même et une qualité olfactive qui est importante. Une lavande conventionnelle dans les coopératives françaises, telles que celles que nous venons de voir, est plus chère qu'une lavande bio qui vient de pays de l'Est comme la Bulgarie. La Bulgarie est un grand acteur, un grand producteur d'huile essentielle, euh, notamment la fameuse rose de Damas, la lavande. C'est après la France, en Europe, le deuxième producteur d'huile essentielle de lavande. Et c'est un acteur qui a énormément de parts de marché. Et si vous allez je vais dire, dans les parapharmacies de type Medimarket, chercher les différentes marques de lavande, vous allez voir que vous avez beaucoup de lavande bio, originaire des pays de l'Est et de Bulgarie principalement. Voilà. Donc une lavande conventionnelle française se vend pour nous à l'achat, quand on achète un fût de 50 kilos, se vend 50 euros du kilo plus cher qu'une lavande bio qui vient de Bulgarie par exemple. Donc on propose cette lavande conventionnelle française, on propose une lavande biologique française également. Et puis on propose une lavande sauvage d'altitude d'une qualité exceptionnelle qui va être beaucoup plus réservée à l'usage olfactif et à l'usage caractérologique pour des traitements plus la sphère psychologique, la sphère privée et pas les produits de grande consommation tels que des huiles de massage, des cosmétiques ou autres par exemple. Voilà un petit peu. Et puis à côté de ça, nous avons des lavandins. Hein. Un lavandin vaut, je vais dire, entre deux et un lavandin bio vaut 2 fois moins cher qu'une lavande bulgare bio, par exemple. 2 à 3 fois moins cher. Et puis un lavandin bio coûte 4 fois moins cher qu'une lavande française bio. Voilà, un petit peu, donc on est obligé d'avoir aussi des lavandins pour les produits en diffusion atmosphérique, etc., bien sûr. Alors, quelle heure est-il? Bon, on va faire l'introduction de notre huile essentielle de lavande. Donc, vous avez devant vous les notes de cours. Je vais prendre mon cours également pour suivre en même temps que vous. Voilà, donc voilà, voilà. Donc peut-être je vais vous partager ce syllabus, ce sera plus simple. Voilà. Donc vous avez le nom latin, Lavandula angustifolia, le synonyme principal, Lavandula officinalis. On est dans la famille des herbes de Provence, comme de nombreuses huiles essentielles déjà étudiées, les thym, la sarriette, l'origan, entre autres, etc. La marjolaine, etc. Alors les origines, ben voilà, voyez les marques avec lesquelles vous travaillez. Vous avez des origines françaises, la plus chère, la plus réputée, hein, comme le vin et comme beaucoup de produits d'ailleurs. Et puis vous avez des origines moins chères, parfois des origines espagnoles et des origines bulgares pour les principales en Europe. Alors jetons un petit coup d'œil sur la composition classique d'une huile essentielle de lavande. Donc, vous avez le triangle et la famille biochimique majoritaire, c'est l'acétate, les esters. Les esters totaux, on a de l'acétate de lavandulyle qui vient du lavandulol un monoterpénol. Et puis, vous avez l'acétate de linalyle qui est l'ester le plus abondant. Euh, L'acétate de linalyle, on va en retrouver en tout cas
plus de 35%. Quand il y en a moins, le lot est refusé. C'est rare de trouver 40% ou plus. Jadis, on avait 42% très fréquemment d'acétate de linalyle dans l'huile essentielle de lavande, mais les changements climatiques, mais surtout la culture, fait qu'aujourd'hui, les taux d'acétate de linalyle sont un peu plus faibles dans cette huile essentielle. Donc, juste, il ne faut pas confondre le taux d'ester totaux et le taux d'acétate de linalyle. L'acétate de linalyle, on est plutôt 35-40 et le taux d'ester totaux, on va tourner entre 40 et 45% d'ester. Évidemment, puisque l'ester c'est un acide et un monoterpénol, on a les monoterpénols qui correspondent à nos esters, le linalol, le lavandulol, mais aussi du terpinéol 4. Est-ce que quelqu'un se souvient dans quelle huile essentielle on a déjà trouvé ce terpinéol 4? On vient d'étudier deux huiles essentielles. On vient d'étudier plusieurs huiles essentielles appartenant à la famille des monoterpénols et on en a étudié deux qui contenaient le terpinéol 4. C'est le principe actif. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est le principe actif, en effet, antiseptique de la marjolaine à coquille, mais aussi du fruit. C'est la molécule majoritaire du titri qui est autant réputée pour les propriétés antiseptiques. Donc vous voyez, on a une lavande avec également quelques monoterpènes, des ocimènes principalement dans les lavandes. Voilà. Donc on a une huile essentielle avec essentiellement des propriétés nerveuses et calmantes et antispasmodiques par les esters, mais avec quand même une action non négligeable antiseptique, notamment sur le soin des plaies, sur les soins des problèmes de la peau, etc. Donc on retrouve au niveau de la lavande deux grandes familles biochimiques, deux principes actifs majoritaires, ce sont les esters, avec une action sur le système nerveux, et les monoterpénols avec une action plutôt cutanée et antiseptique. Voilà. C'est pour ça que une des grandes inhalations prescrites par les médecins de la génération précédente pour traiter les problèmes respiratoires, les catarrhes, etc., c'est une inhalation dans laquelle on retrouve le pin, le thym, la lavande et l'eucalyptus. Voilà. Ça, c'est vraiment la formule classique des inhalations pour traiter tout ce qui est problème de sinusite chronique, de problèmes respiratoires, de nez, d'otite, etc., etc. Voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme famille biochimique? Pas mal de familles biochimiques à visée antidouleur, les sesquiterpènes, les aldéhydes. On a un tout petit peu de cétones qui vont jouer un rôle également au niveau respiratoire et dans les inhalations. Mais quand vous allez remplir votre tableau, moi, la famille biochimique minoritaire remarquable que je vois ici, ce sont pour moi les coumarines. Pourquoi? Parce que les coumarines, manifestement, sont efficaces même à très faible dose et modifient un petit peu le profil thérapeutique de l'huile essentielle. Alors, est-ce que la lavande est photosensibilisante, puisqu'on a déjà trouvé les coumarines dans le citron et que les coumarines du citron faisaient qu'on ne pouvait pas mettre le citron sur la peau avant d'aller au soleil? Alors ma question, est-ce que je vais pouvoir mettre la lavande sur la peau avant d'aller au soleil, puisqu'il y a des coumarines? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Oui, je peux mettre la lavande sur la peau avant d'aller au soleil. La lavande n'est pas du tout photosensibilisante. Pourquoi? Parce que les coumarines, c'est une très très grande famille, environ 2000 molécules différentes, avec différentes sortes de coumarines. Et la sorte de coumarine qui est photosensibilisante s'appelle les furocoumarines. Or,
Dans la lavande, nous n'avons pas des furocoumarines, nous avons des coumarines simples. Alors, quelles vont être les propriétés des coumarines de la lavande? Ce sont des propriétés fluidifiantes du sang. Et donc, la lavande est très intéressante en massage quand j'ai des problèmes circulatoires. Je pense à de la couperose dans le visage. Je pense à la personne qui va avoir les mains froides, les pieds froids, notamment en hiver, etc. Mais aussi quand j'ai des problèmes cutanés et que je dois cicatriser une plaie, ben, la plaie va cicatriser mieux si ce qu'on appelle la trophicité, c'est-à-dire si les tissus sont mieux nourris. Nourris par quoi? Ben, par de l'oxygène, tout d'abord. Nourris par des sucres, bien sûr, parce que la cellule a besoin de sucre. Et nourris par les nutriments, des vitamines, des fameux oméga 3 et oméga 6 qui vont nous aider à faire des nouvelles membranes, donc des nouvelles cellules pour réparer la plaie, etc. etc. Et qu'est-ce qui apporte ces nutriments? Bah, le sang, la circulation. Donc si le sang circule mieux, mon huile essentielle sera plus cicatrisante également, parce que ma plaie sera mieux nourrie. Voyez? Donc l'intérêt des coumarines ici est de favoriser la trophicité des tissus, c'est-à-dire le fait que le tissu soit nourri en améliorant la circulation. Voilà un peu pourquoi dans mon tableau, je vais mettre principe actif majoritaire ester monoterpénol. Donc exceptionnellement, il y a 2 familles majoritaires. Principe actif remarquable, les coumarines. Voilà un petit peu ce que je vais mettre dans mon tableau récapitulatif pour cette huile essentielle. Les propriétés principales de la lavande, principalement, on va la retrouver pour le sommeil. Aujourd'hui en Belgique, il y a un médicament qui a été enregistré à base d'huile essentielle de lavande. Et c'est un médicament qui est ciblé sur les problèmes de sommeil, d'anxiété. Vous allez retrouver la lavande énormément utilisée dans tous les brumes d'oreiller, les petits baumes à mettre sur la poitrine, un baume pectoral pour aider à bien dormir, etc. Donc on la retrouve énormément utilisée dans les problèmes de sommeil, mais c'est un calmant qui n'est pas très inducteur qui est vraiment un adaptogène parce que riche en ester. Et donc, quand j'utilise la lavande le matin, je ne vais pas être sujet à de la somnolence au volant. Pourquoi? Parce que je viens de me réveiller. Et que si je n'ai pas de problème majeur, si je ne suis pas sous médicaments, sous somnifères par exemple, etc., je ne vais pas somnoler le matin parce que je respire de la lavande. Donc cette lavande, c'est une adaptogène qui va nous aider à trouver le sommeil quand c'est le moment de dormir, quand c'est le soir, mais qui va aider à calmer le stress et le système nerveux en début de journée. Voilà. Alors le mot sédatif, c'est un mot qui est intéressant parce qu'il s'adresse aussi bien à la douleur. Je peux prendre des sédatifs pour la douleur et je peux prendre des sédatifs pour dormir également. Donc on a cette double activité sédative au niveau de la lavande, une action antidouleur, en cas d'otite par exemple, et une action sédative pour le sommeil. Autre grande indication de l'huile essentielle de lavande, c'est l'action cicatrisante. Cicatrisante au niveau cutané. Et puis donc on va retrouver les propriétés antidouleurs, anti-inflammatoires, notamment sur la brûlure, myorelaxante, c'est-à-dire myo c'est le muscle. Donc un myorelaxant, c'est un produit qui va relâcher le muscle et éviter les crampes.
ou bien relâcher les muscles qui sont contractés à cause du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, notamment les muscles de la mâchoire en cas de bruxisme, les muscles des mollets en cas de crampes nocturnes, etc., etc. Relâcher le muscle aussi avant un effort physique. Donc vous avez parfois, à cause du stress de la compétition sportive, une tendance à avoir les muscles tout contractés. Et donc un muscle contracté par le stress a beaucoup plus de chances de se déchirer quand on fait une course violente ou quand on fait un effort physique un peu plus intense, etc. Vous voyez? Donc l'intérêt myo-relaxant de la lavande avant l'effort physique est important et remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés qui ne sont pas mentionnées ici? Oui, bien sûr. Propriétés sur les poux, propriétés insectifuges, entre autres, etc. Donc on a énormément de propriétés, propriétés circulatoires, je l'ai évoqué avec les coumarines. Donc on a énormément de propriétés sur cette huile essentielle de lavande. Je pense que c'est une des premières à avoir à la maison, je l'avais déjà évoqué avec vous, parce que la lavande a ceci de particulier, c'est que même si elle ne guérit pas, même si elle n'a pas une puissance thérapeutique remarquable, il n'y a pas un problème de santé sur lequel elle ne peut apporter un petit réconfort. Et donc, même si elle ne guérit pas, elle va apporter un réconfort physique ou psychique, quel que soit le symptôme, la douleur, le problème de santé, etc. Ça, c'est une grande caractéristique de la lavande. Et vous allez voir, c'est un personnage, je vous ai dit, en montrant la photo tout à l'heure, elle n'a pas de besoin propre. Donc, le personnage a une capacité d'adaptation puisqu'elle n'a pas une personnalité particulière avec des besoins particuliers, elle a une faculté d'adaptation assez remarquable. Et ça correspond à notre huile essentielle qui peut s'associer presque avec tout. Vous pouvez l'associer avec un phénol, vous pouvez l'associer avec un agrume dans le diffuseur, vous pouvez l'associer avec un bois dans le diffuseur comme le cyprès, etc. Donc là, c'est une odeur qui est presque universelle et qui va pouvoir s'utiliser associée presque avec toutes les odeurs et toutes les autres huiles essentielles. Elle s'associe aussi bien qu'une rose de Damas qu'avec un cyprès, qu'avec un Origanum compactum ou un citron. Vous imaginez toutes les saveurs fruitées, boisées, florales. Vous avez toutes les saveurs, terreuses d'un titri. Voilà. Mais elle peut s'associer olfactivement à toutes ces saveurs, à tous ces arômes. Voilà. Et, et puis, nous allons revoir dans le tableau en dessous que toutes les voies d'absorption sont possibles. La voie orale, elle est peu efficace, elle est plutôt amère. Moi, dans la cuisine, j'apprécie pas spécialement l'odeur de lavande, quoique j'ai eu l'occasion de goûter quelques chocolats faits par des grands chocolatiers avec des morceaux de fleurs de lavande dedans. C'était sublime. C'était une association remarquable. Évidemment, c'est quelqu'un qui choisit ses fèves de cacao en fonction des arômes de la plante, etc. Et c'est en fait ces petits morceaux de fleurs séchées qui croquaient à peine sous la dent. Euh, voilà, c'était une association assez surprenante parce que je partais avec un a priori négatif. Association lavande-chocolat, je partais avec l'a priori, voilà, moi j'aime pas ça. Ben, j'ai été bluffé par la finesse et la réussite de l'association. Après, on a chacun ses goûts et ses affinités, mais quand c'est bien fait, quand ça marche, quand l'association est réussie, il faut pouvoir le reconnaître. Donc la lavande est peu efficace et peu intéressante par voie orale, mais elle ne présente aucune toxicité et nombreux sont les thérapeutes qui vont l'utiliser par voie orale. La voie cutanée est vraiment la voie d'utilisation principale de la lavande. La voie atmosphérique, elle peut déranger certains. Euh, Elle représente quand même une forme symboliquement, hein, une forme de pureté, de limpidité qui est très importante. Et donc,
Voilà, c'est assez violent. C'est assez violent parce que ça nous renvoie à nos propres impuretés. Et donc, voilà. Quand on est particulièrement dépressif ou de mauvaise humeur, on est particulièrement irrité par la joie de quelqu'un d'heureux. Voyez? Et c'est un petit peu ce côté dérangeant de la lavande. Voilà, c'est ce côté un peu pur, un côté sans besoin personnel. C'est un côté libre qui peut être terriblement dérangeant quand nous, on n'est pas libre, quand on est addict au tabac, quand on est addict à l'alcool, à la bière, au vin ou que sais-je, etc. Quand on a des besoins affectifs importants des frustrations, des jalousies, etc. Quand on a des besoins d'exclusivité dans le couple, etc. La pureté de la lavande et presque son désintéressement et cette joie de voir l'autre heureux, etc. est quelque chose qui peut être pour certains, à certains moments, presque insupportable. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là que la lavande pure en diffusion, waouh, c'est une claque qui peut être fameusement dérangeante et qui ne va pas plaire à tout le monde en tout cas. Voilà. L'odeur de lavande ne laisse pas indifférente et il y a des personnes qui vont ne pas aimer, ne pas supporter cette odeur de lavande. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais regardez ces données toxicologiques, euh, c'est une essence qui est incapable de faire du mal, pour ainsi dire. Elle est d'une innocuité euh, quasiment totale. Voilà. Si ce n'est à haute dose, par voie orale, bien sûr, le linalol peut perturber le système nerveux et provoquer des troubles incompatibles avec la conduite automobile ou les grammes d'huile essentielle de lavande, bien sûr. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Les précautions d'emploi, ben, vous voyez, elle est très douce au niveau de la peau. Elle pourrait être allergisante puisqu'elle contient des molécules pour lesquelles certains peuvent présenter une sensibilité, comme le linalol, entre autres, hein, un peu de limonène également, et des traces de citronellol infinitésimal, bien sûr, mais c'est du géraniol également, hein, qu'on va retrouver à traces infinitésimales dans cette huile essentielle. Mais comme elle est très bien tolérée sur la peau, si j'utilise pure sur la peau, elle peut dessécher la peau, bien sûr. Je pense à l'enfant à qui on va mettre un petit peu de lavande derrière les oreilles pour pas qu'il attrape des poux à l'école. Bah, si vous faites ça tous les jours pendant un mois, bah, il peut avoir une petite plaque d'eczéma derrière l'oreille ou la peau toute sèche derrière l'oreille, là où vous mettez la lavande, bien sûr. C'est une des premières huiles essentielles qu'on peut utiliser sur la peau de l'enfant en toute sécurité. Voilà. Je veux dire, à titre personnel, voilà, j'ai trois enfants qui sont nés à la maison. Après avoir coupé le cordon ombilical, on a mis un peu de lavande sur la compresse et on a mis, pas directement sur la peau, bien sûr, mais on a mis ensuite la compresse sur l'ombilic. Voilà, pour aider à sécher et éviter un risque infectieux potentiel et pour aider à cicatriser, aider à faire tomber plus rapidement le cordon. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a aucun risque. C'est une essence qui, en plus, en caractérologie, symbolise vraiment le côté absolu de l'amour maternel. Voilà. C'est le côté inconditionnel de l'amour maternel. Voilà. Donc, voilà pourquoi cette huile essentielle peut être utilisée chez le plus jeune enfant. Vous ferez malgré tout attention aux risques liés à une lavande qui serait périmée et qui serait devenue âcre. Donc oui, chez le nourrisson, ben, il y a toujours le dosage qui est à adapter, évidemment. Je pense que vous évoquez, Marisol, l'utilisation cutanée. Donc il faut savoir que la surface de la peau de l'enfant
par rapport à son poids est beaucoup plus importante que la surface de la peau de l'adulte. Donc si je veux être clair, si un adulte se massait le dos avec une huile essentielle de lavande et que vous faites la même chose à l'enfant, ben, je vais dire proportionnellement à son poids, l'enfant aurait reçu beaucoup plus d'huile essentielle. C'est comme si l'adulte avait massé le dos et le ventre avec la même huile essentielle, vous voyez? Donc il faut adapter les posologies et utiliser très peu. Il faut toujours se rendre compte du poids de l'enfant. Si vous mettez une goutte sur la peau d'un enfant qui fait 3 kilos, que vous en pesez 60, ben, proportionnellement au poids, c'est comme si vous aviez mis 20 gouttes sur votre peau. Et comme la peau de l'enfant est plus fine, elle va absorber beaucoup plus d'huile essentielle. Et comme la surface cutanée de l'enfant, je vous ai dit, était proportionnellement par rapport à son poids beaucoup plus importante que chez l'adulte, c'est comme si j'avais mis 40 gouttes d'huile essentielle de lavande sur la peau d'un adulte. Donc, vous voyez, il faut vraiment s'adapter au niveau de la posologie. Mais une fois que la posologie est adaptée, oui, tout à fait, on peut très bien utiliser cette huile végétale chez le nourrisson. De préférence, on la dilue dans une huile végétale, bien sûr. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ces risques toxicologiques. Alors, je reviens à cette lavande qui s'oxyde. Ça se sent au niveau olfactif. Vous avez une odeur qui devient âcre et piquante. Voilà. Une lavande qui a tourné, ça se sent très fort au niveau de l'odeur. L'odeur est piquante, elle est âcre, elle est un petit peu acide, un petit peu amère. Et donc, si vous n'avez pas la douceur de l'odeur de lavande, méfiez-vous. C'est une huile essentielle qui peut être assez fragile. Elle peut se garder longtemps, c'est-à-dire que j'ai analysé une lavande qui avait 5 ans et elle était encore très bonne. Donc, ce n'est pas le temps qui est dangereux, mais elle peut malgré tout être assez sensible aux conditions extérieures. Je pense à des choses qui nous échappent peut-être, la géobiologie, mais aussi une interaction avec les gens quand on la touche, je vais dire assez rapide également. Voilà. J'aurai l'occasion d'en reparler peut-être au moment de la caractérologie, mais voilà, sachez qu'il n'est pas impossible que vous avez un lot de lavande, vous achetez un flacon de 100 ml et vous faites 10 petits flacons de 10. Ben, il est possible de garder très longtemps 7 ou 8 flacons de 10, mais qu'il y en ait un ou deux qui tournent et qui s'oxydent et qui deviennent âcres, etc. Voilà. Alors pour quelles raisons? Ben, voilà, il y a différents types de facteurs qui interviennent en ligne de compte, mais sachez que certains flacons peuvent tourner plus rapidement que d'autres. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la lavande. Je vous propose de faire une petite interruption, donc on va reprendre à 10h52. Voilà. On va reprendre aux alentours de 10h52, donc avec les propriétés de la lavande, quelques exemples d'utilisation et sa caractérologie. Voilà. À tout à l'heure, je coupe la caméra, je coupe voilà, le micro et je vous retrouve aux alentours de 10h52. Voilà, à tout à l'heure.